Je veux vous raconter quelque chose qui me gêne encore un peu, même après toutes ces années à cultiver de la nourriture. Pendant probablement les 20 premières années où j'ai cultivé des pois, je le faisais comme le paquet de graines me le disait. Vous voyez de quoi je parle. Vous prenez votre petit piquet en bois, vous faites un joli sillon bien droit d'environ 2,5 cm de profondeur, et vous déposez ces petites graines ridées une par une, à 5 cm d'intervalle, en une seule rangée bien nette. Ensuite vous les recouvrez, vous arrosez et vous attendez. Et au fond de votre esprit vous vous dites « c'est comme ça que grand-père faisait ». C'est ce que le bulletin de vulgarisation agricole recommande, ça doit être la bonne méthode. Et je vais être honnête avec vous, j'étais là dehors fin mai, parfois début juin selon les années, courbé à quatre pattes, les moustiques me dévorant la nuque, le soleil déjà chaud à 9 h du matin, mon dos hurlant de douleur, cueillant les pois un par un sur ces petites tiges maigrichonnes qui ne semblaient jamais se remplir comme l'image sur le paquet de graines le promettait. Les gousses étaient maigres, les tiges s'affalaient, la moitié d'entre elles attrapaient l'oïdium avant le 4 juillet. Et j'arrachais toute la rangée en ayant l'impression d'avoir gaspillé 3 mois d'espace au jardin. Vous savez ce que je récoltais d'une rangée de cette longueur ? Peut-être 4 à 5 kilos de pois écossais si j'avais de la chance. D'une rangée entière. Et je pensais que c'était simplement comme ça, les pois. Je me disais, eh bien, c'est le prix des pois frais. C'est ça le jardinage. Peut-être que vous avez ressenti la même chose. Peut-être que vous êtes dans votre jardin en ce moment même, en train de regarder une triste petite rangée de tiges de pois en vous demandant ce que vous faites de travers. Voici ce qui m'a frappé. Je ne faisais rien de mal selon le livre. C'est le livre qui avait tort. Il y a quelques étés, j'étais dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, en visite chez des gens que j'avais appris à connaître au fil des années. Si vous n'avez jamais emprunté ces petites routes de campagne à la fin du printemps, imaginez des collines verdoyantes et vallonnées, des fermes blanches sans lignes électriques qui y mènent, des jardins qui semblent avoir été tracés avec la règle d'un dessinateur, et de temps en temps le clip-clop d'un cheval et d'une calèche apparaissant au détour d'un virage. J'étais là en partie pour une vente aux enchères de bétail, et en partie juste pour rendre visite, et je me suis arrêté chez une femme nommée Sarah. Sarah a 9 enfants encore à la maison, dont 2 en couche, et son potager ne fait pas plus de 9 mètres sur 12 au total. C'est tout. C'est ce qui nourrit 11 personnes pendant l'été et jusqu'à la saison des conserves. Je me promenais dans son jardin avec elle, et nous sommes arrivés à son carré de pois, et je me suis littéralement arrêté net, parce que ce que je regardais n'était pas une rangée, c'était un mur. Un mur vert compact de tiges de pois d'environ 1,20 m de haut, grimpant sur ce magnifique treillis de brindilles et de ficelles que son mari Ellie avait construit. Et l'ensemble faisait peut-être 60 cm de large sur 2,40 m de long. Les tiges étaient si denses que je ne pouvais pas voir à travers, et dégoulinant de là, je veux dire dégoulinant, il y avait des gousses de pois. Des gousses de pois dodues, brillantes, empilées par 2 et par 3. J'ai dit quelque chose d'assez bête du genre « Sarah, combien de plants tu as entassés là-dedans ?» Et elle a juste souri et dit « Oh, probablement 150 environ, dans à peu près 2000 cm² de sol à la base. » Je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle me faisait marcher ou qu'elle se trompait d'un facteur de 10. Tout ce que j'avais jamais lu disait que les pois ont besoin d'espacement. Les pois ont besoin de circulation d'air. Les pois vont s'étouffer mutuellement si vous les serrez trop. Environ 3 semaines après mon retour, un voisin à eux qui garde un téléphone pour les urgences m'a envoyé des photos par l'intermédiaire de son fils. Sarah avait pesé sa récolte de ce petit carré. 69 kilos de gousses de pois sur la saison. 69 kilos. En fait, elle avait compté, à partir de 2000 cm² de sol à la base de ce treillis. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas dans la méthode exacte des Amish pour cultiver les pois de cette façon, étape par étape, pour que vous puissiez commencer à le faire dans votre propre jardin cette saison. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais partager une technique que j'ai apprise de la belle-mère de Sarah, une femme qui devait avoir la fin de la soixantaine, qui double la durée de production de vos tiges de pois bien au-delà des chaleurs, quand ceux de tout le monde sont déjà morts et bruns. Je n'ai vu cela mentionné dans aucun livre de jardinage. Maintenant, laissez-moi être franc avec vous. Je ne suis pas un gamin de la ville qui vient de découvrir que les pois existent.
Je cultive de la nourriture depuis environ 28 ans. J'ai lu Mel Bartholomew de la première à la dernière page. J'ai parcouru les livres d'Eliot Coleman plus de fois que je ne peux les compter. J'ai une pile de bulletins de vulgarisation de 3 universités d'État différentes posés sur mon établi en ce moment. J'ai essayé l'espacement intensif. J'ai essayé les rangs larges. J'ai essayé le treillis en panneau à bétail, le filet, les tipis en cèdre, tout ça. Mais ce que j'ai réalisé en passant du temps avec les familles du comté de Lancaster, puis dans le comté de Holmes dans l'Ohio, et dans quelques-unes des plus petites communautés du nord de l'Indiana, c'est que j'avais pensé au poids complètement à l'envers. Je les traitais comme des individus en compétition pour les ressources. Les Amish les traitent comme une communauté partageant les ressources. Ce changement de perspective a tout transformé pour moi, et ça n'a pas nécessité d'acheter le moindre produit. Il y a un mot que les Amish utilisent, et vous l'entendrez surtout dans les communautés de l'Ancien Ordre. Le mot est Gelassenheit. C'est un mot allemand, du pennsylvanien néerlandais en réalité, et il se traduit approximativement par abandon, laisser être, ou se soumettre à quelque chose de plus grand que ses propres idées. Dans leur foi, cela signifie se soumettre à Dieu et à la communauté. Mais Sarah me l'a expliqué dans un contexte de jardinage et c'est resté gravé en moi. Elle a dit « Vous les Anglais, vous voulez contrôler chaque plante. Nous, on les laisse faire ce qu'elles veulent faire ensemble. Quand vous avez 9, 10, 11 personnes à table et aucune épicerie sur laquelle vous rabattre, vous n'avez pas le temps de dorloter chaque plantule individuellement. Vous créez les bonnes conditions, vous faites confiance à la graine et vous laissez le carré devenir ce qu'il veut devenir. Et voici où la science leur donne entièrement raison. Il y a des recherches de Cornell remontant aux années 1980 sur ce qu'ils appellent l'effet d'intercommunication racinaire des légumineuses. Quand vous plantez des pois à haute densité, leurs systèmes racinaires partagent en fait les bactéries fixatrices d'azote, ces nodules de rhizobium, de manière plus efficace que des plantes espacées. Les plantes se signalent mutuellement par la chimie racinaire. Une plantation dense de pois n'est pas en compétition. Elle coopère. Les Amish ont compris cela il y a des générations par la pure observation. La science a simplement rattrapé son retard. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première étape est la préparation du sol, et c'est là qu'il faut commencer, à l'automne précédant l'année où vous voulez planter. Je sais, ce n'est pas ce que vous vouliez entendre si on est déjà en mars, mais écoutez-moi parce que si vous commencez maintenant, vous pouvez quand même faire une version modifiée. Ce que Sarah fait, et ce que j'ai vu son mari Ellie faire à la fin de la saison précédente, c'est qu'ils empilent un lit surélevé d'environ 20 cm de haut, 60 cm de large, et de la longueur qu'ils veulent pour la ranger, exactement là où le treillis à pois sera installé. Dans ce lit, ils mettent un tiers de fumier de cheval vieilli, d'au moins 1 an pour qu'il ne soit pas brûlant, un tiers de compost fini provenant de leur cuisine et de leur grange, et un tiers de terre végétale native du jardin. Ils ne mélangent pas, ils superposent en couches. Les vers font le mélange pendant l'hiver. Au moment où le sol dégèle au printemps, vous avez la terre la plus belle, la plus aérée et la plus biologiquement active dans laquelle vous ayez jamais plongé la main. Si vous êtes en zone 3 ou 4 dans le haut Midwest ou le nord de la Nouvelle-Angleterre, vous construisez ce lit en octobre. Zone 5 à 7, vous avez jusqu'à début novembre. Zone 8 et 9, honnêtement, vous pouvez le construire aussi tard que décembre et quand même bénéficier de l'effet de l'hiver. La deuxième étape est le schéma de plantation, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je veux que vous oubliez tout ce que vous savez sur l'espacement des pois. Sarah plante ses pois dans ce qu'elle appelle une bande, pas une rangée. Elle trace une bande de 5 cm de large de chaque côté de l'endroit où son treillis sera installé. Donc vous avez essentiellement une zone de plantation de 10 cm de large avec le treillis qui passe en plein milieu. Ensuite, elle enfonce les pois dans le sol à 5 cm d'intervalle dans toutes les directions sur une grille. 5 cm d'écart latéralement, 5 cm d'écart d'avant en arrière dans cette bande de 10 cm de large. Donc, sur 30 cm de longueur de treillis, vous plantez entre 30 et 36 graines de pois. Sur un treillis de 2,40 m, ça fait bien plus de 250 graines qui entrent en terre. Ça a l'air fou, non? Ça ne l'est pas. Rappelez-vous l'effet de coopération. Elles veulent être aussi proches. Plantez à environ 4 cm de profondeur. Utilisez des graines trempées si possible.
12 heures dans de l'eau tiède avec une pincée de poudre d'inoculant, qui est simplement une préparation commerciale de ces bactéries rhizobium dont nous avons parlé. Vous pouvez acheter un petit sachet pour quelques euros dans n'importe quelle bonne jardinerie, et un sachet vous durera des années. Pour les zones 3 et 4, vous plantez dès que vous pouvez travailler le sol en avril. Zone 5 à 7, fin mars à début avril. Zone 8 et 9, vous faites en fait une plantation d'automne, en octobre, pour une récolte d'hiver, ce qui est un tout autre sujet. La troisième étape est le treillis lui-même, et c'est là que 90% des jardiniers, moi y compris par le passé, se trompent. Nous construisons des treillis trop courts et trop fragiles. Le treillis d'Eli fait 1,50 m de haut et il est construit comme un poteau de clôture, enfoncé de 30 cm dans le sol avec des contreventements. La structure grimpante elle-même est simplement de la ficelle de jute non traitée et de petites brindilles de leur bois tissées en une grille avec des ouvertures d'environ 10 cm. Pourquoi la hauteur est-elle importante ? Parce que les pois plantés de manière dense poussent plus haut. Il y a une étude de l'Université d'État de l'Oregon qui a examiné la longueur des tiges en fonction de la densité de plantation, et les pois plantés de manière dense poussaient en moyenne 40% plus haut que les pois espacés, parce qu'ils cherchaient la lumière de manière coopérative. Si votre treillis ne fait que 90 cm de haut, vous réduisez votre rendement de moitié rien qu'avec ça. Construisez-le à 1,50 m. Construisez-le à 1,80 m si vous le pouvez. Vous le remplirez. La quatrième étape est le choix des variétés. Et cela compte plus que les gens ne le réalisent. Sarah cultive presque exclusivement un grand pois à écossais ancien, appelé Tall Telephone, parfois vendu sous le nom d'Alderman. Elle cultive aussi une plus petite quantité d'une variété de pois mange-tout, appelée Cascadia. Les tiges de Tall Telephone monteront à 1,80 m si vous les laissez faire. C'est une vieille variété qui remonte aux années 1880 et elle a été spécifiquement sélectionnée pour le type de jardinage intensif de cottage que les Amish pratiquent encore essentiellement. Les variétés modernes naines et buissonnantes que vous voyez dans la plupart des catalogues de semences ont été sélectionnées pour la récolte mécanique dans les exploitations commerciales. Elles ne sont pas faites pour cette méthode. Si vous ne trouvez pas Tall Telephone, cherchez Lincoln ou Green Arrow, ou une vieille variété appelée Champion of England. N'importe quel grand pois grimpant ancien fera l'affaire. Évitez simplement les types buissonnants, ils bouderont en plantation dense. Si vous trouvez de la valeur dans l'apprentissage de l'approche Amish des pois, abonnez-vous, j'en ai beaucoup d'autres à venir. La cinquième étape est le paillage et l'arrosage, et c'est non négociable avec cette méthode, parce que vous avez tellement de plantes sur une si petite surface que la demande en humidité du sol est élevée. Dès que vos pois font environ 8 cm de haut, vous allez pailler la base de la bande avec environ 8 cm de paille propre. Pas du foin, de la paille. Le foin contient des graines et vous passerez tout l'été à arracher des mauvaises herbes. La paille, vous pouvez généralement en trouver une botte dans n'importe quel magasin agricole pour moins de 10 € et elle suffira pour ça et quelques autres plates-bandes. Le paillis garde le sol frais, ce dont les pois ont absolument besoin, et il retient l'humidité. Vous allez arroser en profondeur en trempant le lit jusqu'au fond, 2 fois par semaine par temps normal, tous les 2 jours pendant une vague de chaleur. Sarah utilise un arrosoir avec une pomme, mais un tuyau suintant sous le paillis fonctionne à merveille aussi. La 6e étape est la succession et le soutien pendant la saison de croissance. À mesure que les tiges grimpent, et elles grimperont vite une fois lancées, vous devrez peut-être guider délicatement les premières pousses vers le treillis. Sarah fait cela tous les 2 matins, pendant qu'elle est déjà dehors pour ramasser les œufs. Ça lui prend peut-être 2 minutes. Elle pince aussi toutes les tiges qui essaient de grimper latéralement sur les plantes voisines au lieu de monter. Vous voulez que tout aille vers le haut. J'ai commencé à utiliser cette méthode il y a 4 ans dans mon propre jardin en zone 6. Ma récolte de pois sur un sol treillis de 2,40 m est passée d'environ 5,5 kg lors d'une bonne année avec l'ancienne méthode en rangée à tout juste 44 kg la première année où j'ai essayé la méthode Amish. L'année dernière, j'ai atteint 53 kg. Je ne suis pas encore aux 68 kg de Sarah, mais je m'en rapproche.
Laissez-moi partager quelques schémas que j'ai remarqués dans la culture conventionnelle des pois et comment cette approche Amish gère les choses différemment. J'ai fait la plupart de ces erreurs moi-même pendant des années, donc aucun jugement ici. Premier schéma. La plupart des gens plantent les pois beaucoup trop clairsemés, parce que chaque paquet de graines et chaque livre de jardinage leur dit que les pois ont besoin de circulation d'air pour prévenir les maladies. Ça semble logique. Plus d'espace, plus de flux d'air, moins d'oïdium, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe en réalité, c'est que vos tiges clairsemées s'affaissent, parce qu'elles n'ont rien à quoi s'accrocher. Elles s'étalent sur le sol où elles sont éclaboussées de terre à chaque pluie. Et cette terre éclaboussée, c'est là que vit l'oïdium. La plantation danse sur un grand treillis, soulève chaque tige du sol et la place dans l'air en mouvement. Il y a une étude de l'université du Wisconsin montrant que les pois palissés verticalement avaient 70% de maladies foliaires en moins que les pois étalés, quel que soit l'espacement. Deuxième schéma, les gens attendent trop longtemps pour planter. Les gens voient la date recommandée sur le paquet et ils attendent qu'il fasse assez bon pour sortir en short. À ce moment-là, votre sol se réchauffe déjà au-delà des températures favorables aux pois. Les pois germent le mieux entre 4 et 24 degrés Celsius de température du sol, et ils se débrouillent en fait très bien en germant autour de 7 degrés. Sarah plante les siens quand la neige a fondu sur le lit et qu'elle peut enfoncer un doigt dans la terre. C'est tout. Les Amish n'attendent pas le confort, ils plantent quand la plante veut être plantée. Troisième schéma. Les gens surfertilisent, surtout avec de l'azote. Ils voient des tiges chétives et ils se disent « Bon, je vais mettre un peu de Miracle Grow là-dessus ». Les pois sont une légumineuse. Ils fabriquent leur propre azote grâce à ces nodules racinaires dont nous avons parlé. Si vous leur donnez de l'azote supplémentaire, vous obtenez une belle jungle de feuilles et presque pas de gousses. La plante n'a aucune raison de fleurir, parce qu'elle baigne dans les nutriments. Le lit Amish est riche en compost et en fumier vieilli, mais il est équilibré. Les pois doivent travailler un peu, et c'est ce qui les fait produire. Quatrième schéma, les gens arrachent les tiges dès qu'elles ralentissent, fin juin ou début juillet. Ils supposent que la plante a fini. Souvent, elle n'a pas fini. Elle est juste stressée par la chaleur, ce qui m'amène au secret que je vous ai promis. Maintenant, voici quelque chose que j'ai appris de la belle-mère de Sarah, une grand-mère amish nommée Anna. Elle devait avoir la fin de la soixantaine, une petite femme avec des mains comme du cuir après une vie de labeur, un fichu noué serré sous le menton. Elle était assise sur le porche en train d'écosser des pois quand je l'ai rencontrée pour la première fois, et nous avons commencé à discuter. Je m'étais plaint de manière respectueuse que ma saison de pois était si courte. Anna a juste secoué la tête en souriant, et elle m'a parlé d'une chose qu'elle fait que je n'ai jamais, et je dis bien jamais, vu mentionner dans aucun guide de jardinage, ni bulletin de vulgarisation. Une fois par semaine, dès le moment où ces pois commencent à fleurir, Anna prend un seau de 20 litres d'eau froide du puits et elle le verse lentement tout le long de la base du treillis à pois en fin de soirée, après que le soleil a quitté le lit, vers 20 heures environ. C'est tout. De l'eau froide, le soir, une fois par semaine. Ça lui prend environ 30 secondes. Elle appelle ça leur donner leur tisane du soir. Je me souviens avoir pensé, ça ne peut pas marcher, ça a l'air presque trop simple pour être efficace. Voici ce qui se passe réellement. Il y a des recherches du département d'horticulture de l'Université de Floride sur ce qu'on appelle le tamponnage de la température de la zone racinaire chez les cultures de saison fraîche. Les pois commencent à arrêter la production de gousses quand la température de leur zone racinaire dépasse environ 22 degrés Celsius. Un arrosage profond en soirée avec de l'eau froide fait baisser la température du sol dans la zone racinaire de 4 à 6 degrés et maintient cette température plus basse pendant la fraîcheur de la nuit et jusqu'au lendemain matin. Vous trompez essentiellement la plante en lui faisant croire que c'est encore le printemps. Vous prolongez la fenêtre de sol frais de plusieurs semaines. J'ai commencé à faire cela il y a 3 étés. Mes tiges de pois produisent maintenant bien jusqu'à la mi-juillet en zone 6, ce qui est tout simplement inouï. L'année dernière, je cueillais encore des gousses le 18 juillet, alors que la plupart de mes voisins avaient arraché leurs pois un mois plus tôt. C'est 3 à 4 semaines de récolte supplémentaires grâce à une tâche de 30 secondes par semaine. Les Amish n'ont pas de variété de pois secrète, ils n'ont pas d'engrais magique. Ce qu'ils ont, c'est une philosophie. Créer les bonnes conditions,
Plantez généreusement, faites confiance aux plantes pour coopérer comme la nature les a conçues et prenez-en soin avec patience. 20 kg, 45 kg, 68 kg de poids sur un minuscule carré, ce n'est pas un gadget. C'est ce qui se passe quand vous arrêtez de lutter contre la plante et que vous commencez à penser comme une communauté de racines. Si vous avez essayé cette méthode ou quelque chose de similaire, laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais savoir quelle variété fonctionne pour vous, dans quelle zone vous êtes, quel genre de résultats vous obtenez. Et si vous êtes tout nouveau dans ce domaine, commencez avec la version la plus petite possible, un seul treillis d'1,20 m, 2000 cm² de lit, 100 graines de tôle téléphone. Construisez-le bien, laissez-le reposer une saison et regardez ce qui se passe. Vous serez émerveillé. Abonnez-vous si vous voulez plus de ces explorations approfondies sur la façon dont les cultures traditionnelles abordent le jardin. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.